Ceux qui ont été témoins de ces apparitions affirment que le cavalier sans tête cherche toujours à retrouver ce qu'il a perdu. Furnes, une petite ville côtière de la Flandre occidentale, semble calme et paisible, avec ses rues pavées et ses vieilles maisons en briques. Mais derrière cette façade pittoresque, une légende effrayante persiste, celle du géant de Furnes. Selon les récits locaux, un être gigantesque, haut de plusieurs mètres, rôderait dans les marécages environnants, protégeant un trésor caché depuis des siècles. L'histoire du géant remonte à l'époque médiévale, lorsque la région était régulièrement ravagée par des guerres et des pillages. Un riche marchand, désespéré à l'idée de perdre sa fortune aux mains des envahisseurs, aurait caché son trésor dans une grotte secrète des marais. Pour protéger sa richesse, il conclut un pacte avec une créature mythique, un géant qui vivait dans les profondeurs des terres marécageuses. En échange de sa protection éternelle, le marchand sacrifia son âme à la créature. Depuis lors, des rumeurs ont circulé sur les rencontres avec cette créature colossale. Les rares personnes qui osèrent s'aventurer dans les marécages à la recherche du trésor revinrent terrifiées, racontant avoir vu un être immense, avec des membres aussi épais que des troncs d'arbres et des yeux jaunes brillants dans l'obscurité. D'autres ne revinrent jamais, et leurs disparitions mystérieuses furent attribuées au géant de Furnes, gardien de ce trésor maudit. Les marécages, avec leurs brumes épaisses et leurs terrains traîtres, sont devenus un endroit à éviter, surtout à la nuit tombée. Les locaux racontent que lors des tempêtes, quand les vents hurlent au-dessus de la ville, on peut entendre le pas lourd du géant résonner à travers les plaines, comme un écho venu d'un autre temps. Il y a quelques années, un chercheur d'or moderne, persuadé que le trésor était bien réel, décida de mener des fouilles dans la région. Après plusieurs semaines sans succès, il annonça fièrement qu'il avait découvert un indice important. Il parla d'un symbole gravé sur une vieille pierre, qu'il pensait être une marque laissée par le marchand pour signaler l'emplacement du trésor. Pourtant, avant de pouvoir mener à bien ses recherches, il disparut mystérieusement. Sa tente fut retrouvée vide, ses affaires intactes, mais aucune trace de lui. Depuis, personne n'a osé poursuivre ses fouilles. Les habitants de Furnes, bien que discrets sur cette légende, continuent de croire que le géant veille toujours. Les anciens avertissent qu'il ne faut jamais tenter de le défier, car ceux qui s'aventurent dans les marais à la recherche du trésor finissent par rencontrer une fin tragique. Le géant, fidèle à son pacte, protège le secret du marchand avec une vigilance implacable, et le trésor demeure caché, à jamais hors de portée des vivants. Le château de Trazegnies, situé en région wallonne, est un lieu empreint de charme médiéval, mais il est également marqué par une tragédie qui hante encore ses couloirs aujourd'hui. L'histoire qui résonne le plus dans les murs de ce château est celle de la Dame Blanche. Cette légende remonte à plusieurs siècles, lorsqu'une jeune femme noble, amoureuse d'un homme d'un rang inférieur, fut cruellement séparée de lui par sa famille. Refusant de marier la jeune femme à un homme de moindre statut, ses parents décidèrent de l'enfermer dans une des tours du château. La jeune fille, désespérée par cette séquestration et la perte de son amour, dépérit lentement, jusqu'à mourir de tristesse dans sa cellule. Son âme, marquée par l'injustice et la souffrance, ne trouva jamais le repos. Depuis, les habitants de la région parlent de cette dame blanche qui apparaît les nuits de pleine lune, flottant silencieusement dans les couloirs du château ou se tenant près des fenêtres, comme si elle attendait toujours le retour de son amant perdu. Ceux qui ont eu la chance, ou la malchance, de la voir, décrivent une silhouette vaporeuse, son visage à peine visible derrière un voile blanc. Un couple de restaurateurs qui travaillait au château dans les années 1980 raconta une expérience terrifiante. Une nuit, alors qu'ils dînaient seuls dans la grande salle, ils sentirent soudain un froid glacial envahir la pièce. Ils levèrent les yeux et virent la Dame Blanche traverser la salle lentement, avant de disparaître dans un des murs de pierre. Leur témoignage fit grand bruit à l'époque, et plusieurs équipes de chasseurs de fantômes vinrent enquêter sur place, sans succès. Le château de Trazegnies, avec son atmosphère à la fois paisible et mystérieuse, est devenu un lieu prisé par les amateurs de paranormal, certains espérant apercevoir la fameuse Dame Blanche. Mais une chose est sûre, que vous croyez aux fantômes ou non, une visite nocturne dans ce château ne laisse personne indifférent.
La forêt de Soignes, située en périphérie de Bruxelles, est souvent perçue comme un lieu de calme, une oasis de verdure pour les citadins en quête de nature. Mais lorsque le soleil se couche et que la brume s'élève entre les arbres, l'atmosphère change. Il y a une histoire que les anciens racontent parfois au coin du feu, une histoire qui donne à réfléchir avant de s'aventurer seul dans les profondeurs de cette forêt à la nuit tombée. On parle d'une femme, connue simplement comme la Dame Blanche de Soignes. Son histoire remonte à plusieurs siècles, quand les routes à travers la forêt étaient dangereuses et que les voyageurs devaient se méfier non seulement des voleurs, mais aussi des créatures surnaturelles. Selon la légende, cette femme était une mère, une épouse dévouée, dont le mari et l'enfant furent brutalement assassinés par des bandits dans la forêt alors qu'ils voyageaient vers Bruxelles. La jeune femme, dévastée, aurait erré pendant des jours à la recherche de leur corps, sans succès. Finalement, elle disparut, perdue dans les bois, sa peine la consumant peu à peu. Les années passèrent, mais son esprit n'aurait jamais trouvé le repos. Depuis ce jour, ceux qui se promènent dans la forêt par une nuit brumeuse disent parfois voir une silhouette blanche, flottant entre les arbres, se déplaçant silencieusement comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Les témoignages sont nombreux et étrangement similaires. Une femme vêtue d'une longue robe, le visage caché sous un voile, se tient immobile à la lisière d'un sentier avant de disparaître subitement dans la brume, ne laissant derrière elle qu'un sentiment d'effroi glacial. Un soir, un garde forestier, peu enclin à croire aux superstitions locales, était en patrouille dans une partie reculée de la forêt. La nuit était tombée depuis longtemps, et une brume épaisse s'était installée, rendant difficile de discerner quoi que ce soit au-delà de quelques mètres. C'est alors qu'il l'aperçut. D'abord, il pensa que c'était une promeneuse égarée. Elle semblait attendre, immobile, comme si elle espérait que quelqu'un vienne à sa rencontre. Il l'appela, mais elle ne répondit pas. Intrigué et légèrement inquiet, il s'approcha. C'est alors qu'elle se tourna vers lui, et bien qu'il ne pût voir son visage clairement à travers le voile, un frisson parcourut son échine. Il sentit une présence oppressante et, avant qu'il ne puisse dire ou faire quoi que ce soit, elle disparut dans la brume, aussi soudainement qu'elle était apparue. Ce garde forestier, un homme pragmatique et terrax en grave terre, avoua plus tard qu'il n'avait jamais ressenti une telle peur de sa vie. Il quitta son poste peu après cet incident, incapable de continuer à travailler dans cette forêt. Les randonneurs qui s'aventurent dans la forêt de Soignes de nos jours sont souvent avertis, si vous voyez une silhouette blanche dans la brume, il vaut mieux ne pas essayer de la suivre. Certains disent que la Dame Blanche cherche toujours son enfant perdu, d'autres pensent qu'elle attend simplement un voyageur malchanceux pour l'emmener dans l'au-delà. Quoi qu'il en soit, cette légende continue de hanter l'imagination de ceux qui se promènent dans les sentiers de cette forêt ancienne, où le temps semble parfois suspendu entre rêve et cauchemar. Imagine un soir d'automne, la brume s'élève doucement au-dessus de l'Ourthe, serpentant autour des vieilles pierres du château de la Roche-en-Ardenne. Ce château, chargé d'histoire, a vu passer de nombreux seigneurs, mais aucun n'a laissé une empreinte aussi profonde que Berthe, une jeune noble dont l'histoire tragique continue de hanter les lieux. Berthe, selon la légende, était la fille unique d'un seigneur local. Bien qu'elle fût belle et aimée de tous, son cœur était tourmenté. Elle était promise à un chevalier puissant, un mariage arrangé qui aurait solidifié des alliances importantes. Mais Berthe, contrairement aux attentes, n'éprouvait rien pour cet homme. Son cœur appartenait à un autre, un simple soldat qu'elle avait rencontré lors d'une de ses promenades le long de la rivière. Ils se retrouvaient en secret, jurant de fuir ensemble un jour, loin de la noblesse et de ses contraintes. Le jour de son mariage approchait, et Berthe, incapable de supporter l'idée de passer sa vie avec un homme qu'elle n'aimait pas, planifia une évasion. La nuit précédant les noces, elle tenta de fuir avec son amant, mais leur plan échoua. Ils furent surpris par des gardes, et Berthe fut ramenée au château. Son amant, quant à lui, fut emprisonné. Désespérée, la jeune femme monta dans la plus haute tour du château, priant pour que la mort lui offre la liberté que la vie lui refusait. Dans un dernier geste de désespoir, elle se jeta dans le vide, ses voiles flottant derrière elle comme des ailes d'ange. Depuis cette nuit funeste, le château est devenu un lieu de mystère et de frayeur. De nombreux témoins affirment avoir aperçu une silhouette blanche déambulant sur les remparts du château, comme si elle cherchait une issue qu'elle n'avait jamais trouvée. Ceux qui se sont aventurés dans le château lors des nuits sombres ont rapporté avoir entendu un cri déchirant, semblable à celui d'une femme en détresse.
Les anciens de la ville racontent qu'il s'agit du dernier cri de Berthe, celui qu'elle poussa avant de sombrer dans l'abîme. Certains soirs, lorsqu'un épais brouillard enveloppe les ruines, les plus courageux disent avoir vu le spectre de Berthe près de la rivière, là où elle rencontrait son amour secret. Elle erre, le visage voilé, ses pieds ne touchant pas le sol, comme une âme en peine. Plusieurs visiteurs ont ressenti un froid glacial les envelopper en traversant les couloirs du château, un froid qui semble provenir de nulle part. Un soir, un groupe d'amis, intrigués par les légendes, décida de passer la nuit dans les ruines du château. Ils étaient sceptiques, bien sûr, mais la curiosité l'emporta. Alors qu'ils exploraient les lieux à la lueur de leur torchets, l'un d'eux s'arrêta brusquement. Devant lui, dans l'ombre des pierres effondrées, se tenait une forme pâle. Au début, il pensa qu'il s'agissait d'une illusion créée par la lumière, mais lorsqu'elle se mit à avancer doucement vers eux, il n'eut plus aucun doute. C'était Berthe. Sans un mot, elle s'évanouit dans les ténèbres, ne laissant derrière elle qu'un silence lourd et oppressant. Ce château, qui attire aujourd'hui les touristes en quête de frissons, conserve bien des secrets. Mais une chose est certaine, l'âme de Berthe, marquée par la trahison et la douleur, continue de hanter les lieux, et ceux qui la voient n'oublient jamais cette rencontre. La ville de Mons, avec ses rues pavées et son riche patrimoine historique, est connue pour sa tradition du doudou et son combat du dragon. Mais peu de gens savent que, derrière les festivités, une autre légende bien plus sombre plane sur la ville, celle du diable de Mons. Au début du XVIIe siècle, alors que la ville était en pleine expansion, un étrange personnage fit son apparition. Vêtu de noir, portant un chapeau à large bord, cet homme s'infiltrait discrètement dans les ruelles de Mons, souvent à la tombée de la nuit. Les habitants remarquèrent rapidement que sa venue coïncidait avec des événements inquiétants, des incendies inexpliqués ravageaient des maisons, des familles entières disparaissaient, et les récoltes se fanaient sans raison apparente. Les plus superstitieux murmurèrent qu'il s'agissait du diable lui-même, venu semer le chaos. On raconte qu'un prêtre courageux, alarmé par les rumeurs grandissantes, décida de confronter cet homme mystérieux. Une nuit, armé d'une croix et de son évangile, il croisa la route de l'étrange individu. Lorsque le prêtre tenta de l'exorciser en récitant des prières, l'homme se serait retourné lentement, dévoilant un visage hideux, marqué par des yeux rouges ardents et une expression démoniaque. D'un simple geste de la main, il aurait envoyé le prêtre à terre, le laissant paralysé de terreur. Le lendemain, le prêtre, terrifié, avertit la population que le diable se trouvait parmi eux. Les autorités locales lancèrent une chasse pour capturer l'individu, mais à chaque fois qu'ils croyaient l'avoir attrapé, il disparaissait dans un nuage de fumée noire. Le mystère resta entier pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'une épidémie de peste frappe la ville. Les habitants, terrorisés, pensèrent que cette maladie était la conséquence de la présence du diable. Ils organisèrent une procession religieuse et prièrent pour que la ville soit purifiée de cette présence maléfique. Quelques semaines plus tard, l'épidémie prit fin, et l'homme en noir ne fut plus jamais revu dans les rues de Mons. Les croyants furent persuadés que leur prière avait chassé le diable. Pourtant, certaines nuits, lors des tempêtes particulièrement violentes, on raconte que l'ombre de cet homme en noir peut encore être aperçue dans les ruelles de la vieille ville, rôdant comme un souvenir inquiétant. Mons, avec son riche patrimoine culturel, cache ainsi une facette plus sombre que peu de visiteurs connaissent. Si le combat du dragon est une célébration du triomphe du bien sur le mal, l'histoire du diable de Mons rappelle que ce mal n'est jamais très loin, prêt à refaire surface. Sous les rues animées de Bruxelles, un réseau de tunnels s'étend, bien souvent oublié des habitants de la capitale. Ces souterrains, vestiges de vieilles infrastructures, ont alimenté des légendes inquiétantes au fil des ans. Si beaucoup d'entre eux sont condamnés ou abandonnés, il existe des rumeurs persistantes sur ce qui pourrait s'y cacher. Parmi les histoires qui circulent, l'une des plus terrifiantes est celle des rats mutants. L'histoire remonte aux années 1960, lorsque des travaux furent entrepris pour développer de nouvelles lignes de métro dans la ville. Les ouvriers qui travaillaient dans les profondeurs rapportèrent à plusieurs reprises des événements étranges, des bruits de grattement, des ombres se faufilant dans l'obscurité, et des cris étouffés qu'ils ne pouvaient expliquer. Ce qui au départ fut mis sur le compte de la fatigue ou de la paranoïa prit une tournure plus inquiétante lorsque plusieurs d'entre eux jurèrent avoir vu des créatures bien plus grandes que des rats ordinaires,
avec des yeux rouges brillants et une intelligence malsaine. L'un des chefs de chantier, un homme pragmatique et peu enclin à croire aux superstitions, finit par être convaincu lorsque l'un de ses ouvriers disparut mystérieusement après s'être aventuré seul dans un tunnel non éclairé. Les recherches ne donnèrent rien, mais quelques jours plus tard, une odeur pestilentielle s'échappa des profondeurs. Ceux qui se risquèrent à descendre affirment avoir découvert des traces de griffes sur les murs et du sang sur le sol. À partir de ce moment-là, les ouvriers refusèrent de travailler après le coucher du soleil, craignant ce qu'ils pourraient rencontrer dans les tunnels. Certains parlent d'une expérience ratée. Selon une vieille rumeur, un laboratoire secret situé sous la ville aurait mené des expériences sur des animaux pour en faire des créatures résistantes aux conditions extrêmes, mais ces expériences auraient mal tourné. Les rats mutants, comme on les appelle désormais, seraient les descendants de ces spécimens génétiquement modifiés. Plus intelligents, plus grands, et bien plus dangereux que les rats ordinaires, ils auraient trouvé refuge dans les tunnels abandonnés, se nourrissant de ce qu'ils trouvent, voire de ceux qui s'aventurent trop près. Un soir, un groupe d'amateurs de sensations fortes décida d'explorer les tunnels interdits. Armés de lampes torchées et de caméras, ils s'aventurèrent dans les profondeurs de la ville. Les premières heures furent calmes, jusqu'à ce qu'ils atteignent une section particulièrement ancienne, là où la lumière des torchets semblait insuffisante face à l'obscurité écrasante. L'un des membres du groupe raconta avoir vu deux yeux rouges briller dans l'ombre. Paniqué, il tenta de fuir, mais dans la confusion, il trébucha et se retrouva face à l'une des créatures. La vidéo qu'ils ramenèrent montrait une forme indistincte se mouvant rapidement avant que l'écran ne devienne noir. Aucun des membres ne fut gravement blessé, mais l'expérience les marqua à vie. Ils jurèrent de ne plus jamais retourner dans ces tunnels. Aujourd'hui encore, les tunnels de Bruxelles restent fermés au public pour des raisons de sécurité, mais ceux qui connaissent la véritable histoire savent qu'il y a bien plus à craindre dans ces souterrains que des infrastructures fragiles. Ceux qui vivent à proximité des anciennes entrées jurent parfois entendre des bruits étranges sous leurs pieds, comme si quelque chose, ou quelqu'un, rôdait encore en dessous. Stavelot, un village tranquille des Ardennes, est connu pour ses forêts denses et ses paysages pittoresques. Mais ces forêts, aussi magnifiques soient-elles, recèlent aussi une part d'ombre. Depuis des siècles, les habitants chuchotent à propos du loup de Stavelot, une bête monstrueuse qui terrorise la région. Cette créature, à mi-chemin entre l'homme et le loup, rôderait la nuit venue, tuant bétail et voyageurs imprudents. La légende prend racine au Moyen Âge, lorsque la région était en proie à la terreur. Les villageois retrouvaient régulièrement leurs animaux mutilés, et plusieurs corps de voyageurs furent découverts dans les bois, déchirés par des griffes d'une taille anormale. Le loup, bien qu'abondant dans la région à l'époque, n'était pas capable de causer de telles blessures, et les villageois commencèrent à croire qu'il s'agissait d'une créature surnaturelle. Certains suggérèrent qu'il s'agissait d'un homme frappé d'une malédiction, condamné à se transformer en bête lors des nuits de pleine lune. Un jour, un chasseur, bien connu dans la région pour sa bravoure et son habileté, décida de traquer la créature. Il s'aventura seul dans la forêt, armé de sa fidèle arbalète, jurant de ne revenir que lorsqu'il aurait tué la bête. 3 jours passèrent sans nouvelles. Inquiets, les villageois organisèrent une expédition pour le retrouver. Ils découvrirent son corps près d'un ruisseau, les yeux écarquillés par la terreur, ses vêtements déchirés, comme si une bête sauvage l'avait attaqué. Pourtant, ses blessures n'étaient pas celles infligées par un loup ordinaire. Ses os étaient brisés, et une étrange empreinte, plus grande que celle d'un loup, fut retrouvée près de son corps. Après cet événement, la terreur s'empara de Stavelot. Les villageois se barricadaient chez eux dès que la nuit tombait. Des feux étaient allumés aux 4 coins du village pour tenir la bête à distance, mais cela ne suffisait pas toujours. Des hurlements lugubres résonnaient dans la vallée, rappelant à tous que la créature était toujours là, rôdant dans les ténèbres. Plusieurs siècles ont passé, mais la légende persiste. Les plus anciens de Stavelot racontent encore qu'ils ont vu des ombres étranges se faufiler entre les arbres à la tombée de la nuit. Certains ont même entendu des hurlements terrifiants venant du cœur de la forêt. Il y a quelques années, un berger retrouva plusieurs de ses moutons sauvagement déchiquetés. La police conclut à l'attaque d'un loup, mais les marques sur les corps n'étaient pas celles d'un prédateur habituel. Un soir d'hiver, un groupe de jeunes, bien décidés à démasquer ce qu'ils pensaient être une simple superstition, s'aventurèrent dans la forêt avec des caméras.
Ils avaient préparé un feu de camp et plaisantaient sur deux. Mais à mesure que la nuit avançait, une étrange sensation d'être observé s'installa. Soudain, des craquements se firent entendre autour d'eux, suivis d'un grognement sourd. Pris de panique, ils coururent vers le village, mais l'un d'entre eux fut laissé en arrière, tombé sur une racine. Lorsqu'ils revinrent avec des secours, il n'y avait plus aucune trace de lui, seulement une large empreinte dans la neige. Certains disent qu'il a été emporté par le loup de Stavelot, une créature que personne n'a encore réussi à capturer ou à voir de près, mais dont la présence, elle, est indéniable. Dinan, une petite ville nichée entre la Meuse et les falaises abruptes, a toujours été imprégnée de mystères. La rivière, large et impétueuse, qui coupe la ville en deux, est au cœur d'une légende sombre et fascinante, celle du passeur d'âmes. Depuis des siècles, les habitants racontent qu'une barque fantôme parcourt la Meuse lors des nuits sans lune, guidée par un passeur maudit, condamné à errer éternellement sur les eaux sombres. L'histoire remonte au XVIIe siècle, lorsqu'un passeur vivait dans la région. Cet homme, avare et sans scrupules, exploitait son métier pour extorquer de l'argent aux voyageurs qui voulaient traverser la Meuse. Une nuit particulièrement orageuse, une femme désespérée arriva au bord de la rivière, demandant à être transportée de l'autre côté pour rejoindre son fils malade. Elle n'avait que quelques pièces d'argent, insuffisantes pour payer le passage selon les tarifs exorbitants du passeur. Refusant de la prendre, il la laissa seule sous la pluie battante, ignorant ses supplications. Le lendemain matin, on retrouva le corps de la femme sur les rives de la Meuse. Elle avait tenté de traverser à la nage, mais les courants l'avaient emportée. Lorsque son fils mourut peu après, les habitants de Dinan furent convaincus que la mort de cette femme était une malédiction pour le passeur. Quelques jours plus tard, le corps du passeur fut retrouvé dans sa barque, flottant sans vie sur la rivière, le visage figé dans une expression de terreur. Depuis lors, on raconte que son âme ne trouve pas le repos. Lors des nuits les plus noires, sans lune ni étoile, certains disent apercevoir une barque se déplacer silencieusement sur la Meuse. À son bord, une silhouette voilée, tenant une rame dans une main, guide lentement l'embarcation. Ceux qui ont eu le malheur de le voir racontent qu'il semble attendre des âmes égarées, des voyageurs imprudents qui s'approchent trop près des rives. Les pêcheurs et bateliers locaux jurent qu'il est maudit, condamné à transporter les âmes des noyés, de ceux que la Meuse a emportés. Un soir, une famille de touristes, inconsciente de la légende, décida de faire une promenade nocturne le long de la rivière. Alors qu'ils admiraient la tranquillité des eaux sombres, l'un d'eux aperçut une lumière vacillante au milieu de la Meuse, comme un vieux lampion flottant. Intrigués, ils s'approchèrent de la rive pour mieux voir. C'est alors qu'ils virent la barque, une embarcation ancienne, délabrée, se dirigeant lentement vers eux. Figés par la surprise, ils observèrent sans comprendre ce qu'ils voyaient. Mais au moment où la barque sembla s'approcher dangereusement près, elle disparut soudainement dans la brume, laissant un froid glacial dans l'air. De retour à leur hôtel, tremblants, ils racontèrent leur histoire à l'aubergiste, qui, après un long silence, leur expliqua qu'ils avaient probablement croisé le passeur d'âmes. Il leur raconta alors la légende, en insistant sur le fait que ceux qui croisent la barque fantôme doivent prier pour ne pas être emportés eux aussi. Aujourd'hui, rares sont ceux qui osent se promener le long des rives de la Meuse après minuit, de peur de croiser la barque fantôme du passeur. Ce dernier, selon la légende, continue d'errer, attendant toujours de transporter les âmes égarées des voyageurs imprudents qui s'approcheraient trop près de la rivière. Dans la petite commune de Tervuren, non loin de Bruxelles, une maison isolée se dresse à l'orée d'un bois. Lieu abandonné depuis des décennies, la maison est connue sous le nom de la maison hantée de Tervuren. Ceux qui ont eu le malheur de s'en approcher disent qu'elle est imprégnée d'une atmosphère sinistre, comme si quelque chose, ou quelqu'un, veillait encore à l'intérieur. L'histoire de cette maison remonte au XIXe siècle, lorsque la demeure appartenait à une riche famille belge. Tout semblait aller pour le mieux jusqu'au jour où un événement tragique vint bouleverser cette harmonie. Un des fils de la famille, jeune homme d'une vingtaine d'années, fut retrouvé mort dans sa chambre, dans des circonstances mystérieuses. Les médecins de l'époque conclurent à une crise cardiaque, mais des rumeurs circulèrent rapidement dans le village. Certains disaient que le jeune homme avait été victime d'une malédiction, d'autres prétendaient qu'il avait été poussé au suicide par des forces surnaturelles. Après cet incident, les événements étranges commencèrent à s'accumuler.
Les domestiques rapportèrent des bruits de pas dans les couloirs en pleine nuit, alors que personne ne s'y trouvait. Des objets changeaient de place sans explication, et plusieurs d'entre eux jurèrent avoir vu des ombres furtives dans les coins sombres des pièces. La famille, autrefois prospère et pleine de vie, commença à dépérir. L'un après l'autre, les membres tombèrent malades, et la maison, autrefois joyeuse, devint un lieu de tristesse et de désolation. En 1895, la demeure fut définitivement abandonnée. Depuis, elle est restée vide, mais les légendes autour de ce lieu se sont amplifiées. Les curieux qui s'y aventurent parlent d'une étrange sensation d'être observés, d'entendre des murmures incompréhensibles ou de ressentir des changements soudains de température. Les plus courageux qui ont osé pénétrer dans la maison racontent que les portes se ferment d'elles-mêmes et que des ombres semblent se déplacer derrière les fenêtres, comme si quelqu'un, ou quelque chose, y vivait encore. Dans les années 1970, un groupe d'amis, fascinés par les histoires de cette maison hantée, décida d'y passer une nuit. Armés de lampes torchées et de caméras, ils installèrent leur campement dans l'une des pièces du rez-de-chaussée. La première partie de la soirée fut calme, bien que l'ambiance oppressante du lieu leur donnait un étrange sentiment de malaise. Vers minuit, les choses commencèrent à se corser. Ils entendirent des bruits de pas lourds dans le couloir, suivis d'un grincement, comme si une porte s'ouvrait lentement quelque part dans la maison. Les lampes se mirent à vaciller, et une porte, qui avait été fermée quelques instants plus tôt, s'ouvrit brusquement avec un fracas assourdissant. Terrifiés, ils décidèrent de quitter la maison, mais avant de partir, l'un d'eux remarqua quelque chose d'étrange sur le mur du couloir, une marque, comme une empreinte de main, rougeâtre et encore fraîche. Aucun d'eux n'avait touché ce mur auparavant, et ils quittèrent la maison précipitamment sans chercher à en savoir plus. Depuis cet événement, la maison est restée un sujet de fascination pour les amateurs de paranormal, mais personne n'a encore réussi à percer tous ces mystères. Les anciens du village, qui connaissent bien la légende, déconseillent à quiconque de s'y aventurer, affirmant que les esprits qui hantent la demeure ne sont pas prêts à la quitter. L'abbaye d'Orval, dans la province de Luxembourg, est un lieu de recueillement et de spiritualité depuis des siècles. Cependant, au-delà de la paix et du calme qui émanent de ces murs, une histoire bien plus sombre plane sur ces lieux, celle du moine noir, un spectre mystérieux qui entrait encore l'abbaye. La légende raconte que, plusieurs siècles auparavant, un moine nommé Conrad résidait à Orval. Profondément pieux, il était également un homme tourmenté, rongé par le doute et la culpabilité. Lors d'une période particulièrement troublée, où l'abbaye souffrait de famine et de manque de ressources, Conrad aurait commis l'irréparable. Désespéré et affamé, il aurait volé des réserves destinées aux pauvres pour nourrir son propre besoin, trahissant ainsi ses vœux de charité. Ce geste pesa lourdement sur sa conscience. Incapable de vivre avec cette culpabilité, Conrad s'enferma dans sa cellule, refusant toute compagnie. Les autres moines remarquèrent son comportement de plus en plus étrange, mais avant qu'il ne puisse intervenir, il disparut. Certains disent qu'il s'est donné la mort en se jetant dans un puits, tandis que d'autres croient qu'il s'est enfui dans les bois, ne pouvant plus supporter la honte. Quoi qu'il en soit, son corps ne fut jamais retrouvé. Depuis, des récits parlent de l'apparition d'un moine vêtu de noir, errant dans les couloirs de l'abbaye lors des nuits de tempête. Il apparaît toujours de façon soudaine, son visage caché sous une capuche. Ceux qui l'ont aperçu disent qu'il marche lentement, comme s'il portait un lourd fardeau, ses pas ne faisant aucun bruit sur les pierres. À chaque fois qu'il apparaît, c'est souvent pour annoncer un malheur ou une catastrophe. Les moines d'Orval, bien que discrets sur le sujet, avouent parfois que certaines de leurs prières visent à apaiser cet esprit tourmenté. Un soir d'hiver particulièrement froid, alors qu'une tempête faisait rage à l'extérieur, un jeune moine, nouvellement arrivé à l'abbaye, raconta avoir vu une silhouette noire dans la cour. Pensant qu'il s'agissait d'un de ses confrères, il s'approcha pour lui parler, mais la silhouette se volatilisa sous ses yeux, laissant derrière elle une odeur de cire et de fumée. Terrifié, le jeune moine en parla à ses aînés, qui lui expliquèrent calmement qu'il avait probablement vu le moine noir, venu rappeler une ancienne faute. Les visiteurs qui viennent à l'abbaye pour sa bière renommée ou pour ses jardins paisibles ignorent souvent cette légende. Mais les habitants des environs savent que, lorsque le vent souffle fort sur Orval, il vaut mieux éviter de se trouver trop près des anciens murs de l'abbaye. Certains disent que le moine noir apparaît toujours dans les moments de crise, comme un avertissement pour ceux qui, comme lui autrefois,
risqueraient de trahir leurs principes. Situé à Uccle, dans la banlieue bruxelloise, le cimetière de Dieweg est un lieu qui, en plein jour, ressemble à un jardin oublié, envahi par la végétation et empli de vieilles tombes recouvertes de mousse. Mais une fois la nuit tombée, il devient le théâtre de phénomènes étranges, à tel point que certains disent que ce cimetière est hanté. La légende la plus persistante raconte que les âmes qui reposent ici ne trouvent pas tout le repos éternel. Le cimetière fut ouvert au milieu du XIXe siècle et servit de lieu de sépulture pour plusieurs familles notables de Bruxelles. Il a été fermé au public dans les années 1950, et depuis, la nature a repris ses droits, enveloppant les tombes dans une atmosphère étrange et mystique. Mais ce n'est pas seulement le cadre qui fait frissonner les visiteurs. Depuis la fermeture, des histoires circulent sur des phénomènes surnaturels qui se déroulent entre ces allées. Les promeneurs les plus téméraires, ceux qui osent s'y aventurer la nuit, rapportent avoir entendu des bruits de pas derrière eux, comme si quelqu'un les suivait. Pourtant, en se retournant, ils ne voient rien. Plus inquiétant encore, certains disent avoir vu des ombres se déplacer entre les tombes, comme des silhouettes humaines, floues et insaisissables. Un couple de jeunes amoureux, qui avaient décidé d'explorer le cimetière à la lueur de leur lampe torchée, a juré avoir entendu des murmures inintelligibles venant des profondeurs du cimetière. Prise de panique, ils quittèrent les lieux en courant, mais pas avant d'avoir vu une silhouette blanche flottant entre les arbres, à moitié dissimulée par la brume. La légende la plus célèbre concerne une tombe en particulier, celle d'une jeune femme morte tragiquement dans un accident de voiture dans les années 1930. Depuis, on raconte que son esprit erre dans le cimetière, incapable de trouver la paix. Un visiteur régulier, amateur d'histoires macabres, prétend avoir vu, à plusieurs reprises, une femme habillée de blanc se tenir devant cette tombe. Au début, il crut qu'il s'agissait d'une simple statue, mais lorsqu'il la vit disparaître sous ses yeux, il comprit qu'il avait affaire à quelque chose de bien plus sinistre. Le cimetière de Dieweg est aussi le lieu de pèlerinage pour les chasseurs de fantômes. Plusieurs groupes ont tenté de capturer des preuves de ces phénomènes paranormaux à l'aide d'appareils sophistiqués. Certains ont affirmé avoir enregistré des voix mystérieuses, appelant au loin, ou des variations inexpliquées de température, signe typique de présence surnaturelle. Un soir, un groupe d'étudiants passionnés de paranormal décida de passer la nuit dans le cimetière. Au début, tout semblait calme, à part le silence lourd qui régnait entre les tombes. Mais vers minuit, l'un d'eux se sentit soudainement mal à l'aise, comme s'il était observé. Peu de temps après, un vent glacial souffla à travers les arbres, malgré la chaleur estivale. C'est alors qu'ils virent tous, au loin, une forme indistincte, humanoïde, qui se déplaçait lentement entre les tombes. Ils se figèrent, hypnotisés, jusqu'à ce que la silhouette se dissipe dans la brume. Aujourd'hui, le cimetière de Dieweg est devenu un lieu de fascination pour ceux qui s'intéressent aux phénomènes surnaturels. Bien que l'endroit soit officiellement fermé, les visiteurs continuent de s'y rendre, attirés par les légendes qui l'entourent. Mais une chose est certaine, personne ne s'aventure seul dans ce cimetière la nuit, de peur de croiser l'une de ces âmes errantes, condamnées à hanter ces lieux pour l'éternité. Dans les forêts profondes et sombres de la Haute-Ardenne, une créature légendaire rôde, le sanglier fantôme. Cet animal immense, beaucoup plus grand qu'un sanglier ordinaire, est dit être un esprit protecteur de la forêt, ou un présage de mort pour ceux qui ont le malheur de le croiser. La légende du sanglier fantôme remonte à des temps anciens, bien avant que les routes ne sillonnent les forêts. Les chasseurs de l'époque rapportaient souvent avoir vu des traces de sabots gigantesques, bien plus larges que celles d'un sanglier normal. Lorsqu'ils tentaient de suivre ces empreintes, elles se terminaient toujours abruptement, disparaissant comme par magie, laissant les chasseurs perplexes et inquiets. Au fil des siècles, l'histoire du sanglier fantôme s'est transmise de génération en génération. Certains disent que la bête est l'esprit d'un sanglier majestueux tué injustement par des chasseurs cruels, condamnés à errer éternellement dans les bois en cherchant à se venger. D'autres pensent qu'il s'agit d'une créature surnaturelle, un gardien des bois, qui protège la forêt contre ceux qui lui veulent du mal. Un soir d'automne, un chasseur chevronné du village voisin décida de partir seul à la poursuite de ce sanglier légendaire. Il n'était pas superstitieux et voyait cette légende comme une simple histoire pour effrayer les enfants. Armé de son fusil, il s'enfonça dans la forêt à la tombée de la nuit,
persuadé qu'il reviendrait triomphant avec la bête sur ses épaules. Mais à mesure qu'il avançait, un silence inquiétant s'installa autour de lui. Plus aucun bruit d'oiseaux, pas même le craquement des branches sous les pas d'animaux. Juste le bruit du vent dans les arbres. Alors qu'il traversait une clairière, il aperçut soudain une forme massive dans la pénombre. Au début, il pensa qu'il s'agissait d'un simple sanglier, mais en s'approchant, il comprit qu'il avait affaire à quelque chose de bien plus grand. Le sanglier fantôme se tenait là, immobile, ses yeux brillant dans l'obscurité comme deux flammes rouges. Le chasseur, pétrifié, leva son fusil, mais avant qu'il ne puisse tirer, la créature disparut dans un épais nuage de brume, ne laissant derrière elle que des empreintes énormes dans le sol humide. Terrifié, le chasseur s'enfuit en courant, abandonnant son fusil dans la forêt. De retour au village, il raconta son histoire avec des détails qui glacèrent le sang de tous ceux qui l'écoutaient. Il quitta la région peu après, incapable de se remettre de cette rencontre. Aujourd'hui encore, les habitants de la région avertissent les visiteurs de ne pas s'aventurer trop loin dans les bois après la tombée de la nuit. Ceux qui croisent le chemin du sanglier fantôme sont souvent frappés d'une étrange malchance, perdant leur chemin ou subissant des accidents inexplicables. Certains disent même que voir cette créature est un signe de mort imminente. La forêt de la Haute-Ardenne, malgré sa beauté sauvage, est un lieu où les légendes prennent vie, et le sanglier fantôme continue de hanter l'imaginaire de tous ceux qui osent s'aventurer trop profondément dans ces mystères. La campagne flamande, avec ses champs verts et ses petits villages paisibles, n'est pas le premier endroit où l'on s'attendrait à croiser une légende effrayante. Pourtant, les habitants de cette région parlent depuis des décennies d'un phénomène étrange, le train fantôme de Flandre. Ce train, qui apparaît parfois sur des voies abandonnées près de Gand, est un mystère que personne n'a réussi à percer complètement. L'histoire débute dans les années 1920, lorsqu'un train de marchandises disparut mystérieusement sans laisser de traces. Ce convoi, chargé de denrées alimentaires et de matériel industriel, devait traverser la région en pleine nuit. Mais au petit matin, ni le train, ni ses passagers, ni sa cargaison n'arrivèrent à destination. Les recherches furent lancées immédiatement, mais aucune trace du train ne fut jamais retrouvée. Les enquêteurs fouillèrent les voies, interrogeant les témoins, mais rien ne fut découvert, comme si le train s'était tout simplement évaporé. Depuis cet incident, des récits ont commencé à émerger, racontant que ce train disparu réapparaissait parfois, roulant silencieusement sur les rails abandonnés. Ceux qui l'ont aperçu parlent d'une machine noire, vieille et délabrée, ses wagons tirés par une locomotive rouillée, ses fenêtres vides laissant entrevoir l'obscurité à l'intérieur. Mais malgré son apparence fantomatique, le train ne fait aucun bruit. Il glisse sur les rails sans un son, ses lumières éteintes, comme un spectre errant à la recherche de sa dernière destination. Une nuit, un fermier de la région, travaillant tard dans ses champs, raconta avoir vu le train fantôme passer au loin, à la lisière de sa propriété. Intrigué, il s'approcha des voies abandonnées pour mieux voir. À son grand étonnement, il remarqua que les rails, qui n'étaient plus utilisés depuis des décennies, vibraient encore sous le poids d'un convoi invisible. Pourtant, lorsqu'il inspecta les lieux le lendemain, il ne trouva aucune trace de passage, ni empreinte, ni marque de roue. Juste un silence pesant. Le mystère du train fantôme devint encore plus inquiétant lorsqu'un groupe de jeunes aventuriers, fascinés par les légendes locales, décida de camper près des anciennes voies dans l'espoir d'apercevoir le train. Vers minuit, alors que tout semblait calme, un vent glacial souffla soudainement à travers la campagne. Les jeunes se mirent à entendre un sifflement lointain, suivi du bruit de roues sur les rails. Ils se tournèrent vers les voies et virent, au loin, les lumières d'une locomotive approchait. Mais au lieu de ralentir ou de s'arrêter, le train traversa leur champ de vision à une vitesse effrayante, avant de disparaître dans la brume, ne laissant derrière lui qu'un silence assourdissant. Depuis lors, ils ont juré que le train fantôme de Flandre existe bel et bien, et qu'il apparaît toujours dans les mêmes conditions, une nuit brumeuse, sans vent, lorsque l'atmosphère est chargée d'étrangeté. Les anciens disent que le train cherche encore à atteindre sa destination perdue, condamné à errer éternellement sur les rails abandonnés. Personne ne sait ce qui est arrivé à ces passagers, mais ceux qui aperçoivent ce convoi spectral disent que l'image de ces wagons vides les hante longtemps après. Dans la ville de Namur, niché entre la Sambre et la Meuse, se trouve un tunnel oublié,
un passage souterrain désaffecté depuis des décennies. Ce tunnel, autrefois utilisé pour le transport de marchandises, est aujourd'hui abandonné, mais il continue de susciter la peur parmi les habitants. On l'appelle le tunnel des faucheurs, un lieu hanté par des esprits tourmentés, des faucheurs morts tragiquement lors de travaux dans les années 1800. L'histoire raconte qu'à cette époque, Namur était en pleine expansion industrielle. Un groupe de faucheurs, des ouvriers saisonniers, était embauché pour déblayer les terrains et agrandir la voie ferrée à travers un tunnel. Mais la sécurité n'était pas la priorité, et les conditions de travail étaient extrêmement dangereuses. Un jour, alors que les ouvriers travaillaient au fond du tunnel, un glissement de terrain se produisit, piégeant plusieurs d'entre eux à l'intérieur. Les secours arrivèrent trop tard, et les hommes périrent sous les décombres. Le tunnel fut scellé, considéré comme un lieu maudit, et les esprits des faucheurs, jamais retrouvés, seraient restés piégés là, errant dans l'obscurité. Depuis cet accident, des phénomènes étranges ont été rapportés. Des promeneurs qui osaient s'aventurer près du tunnel disaient entendre des bruits de pelles et de pioches résonner dans le silence, comme si les ouvriers continuaient leur travail, pris dans une boucle éternelle. D'autres parlaient de cris étouffés, des appels à l'aide venant du fond du tunnel, mais personne n'a jamais trouvé l'origine de ces sons. Certains aventuriers qui ont tenté de pénétrer dans le tunnel ont décrit une sensation oppressante, comme si l'air était plus lourd, difficile à respirer, et qu'une présence invisible les suivait. Un soir, un groupe de jeunes, fascinés par les légendes locales, décida de braver le tunnel. Armés de lampes torchées, ils pénétrèrent dans l'obscurité, avançant prudemment sur l'ancienne voie ferrée envahie par la végétation. Tout était calme au début, mais plus ils s'enfonçaient dans le tunnel, plus une étrange sensation d'être observés les envahit. Soudain, ils entendirent des bruits de pas résonner derrière eux. Lorsqu'ils se retournèrent, ils ne virent personne, mais les bruits persistaient. Paniqués, ils décidèrent de rebrousser chemin, mais l'un d'eux, plus téméraire, s'avança encore, espérant capter quelque chose sur sa caméra. Ce qu'il enregistra ce soir-là dépassa l'entendement, alors qu'il braquait sa lampe sur un point précis, l'image floue d'une silhouette apparaissait brièvement, semblant se tenir à quelques mètres de lui. La silhouette, vêtue de haillons, portait ce qui ressemblait à une faux, un outil de faucheur. L'instant d'après, la silhouette s'effaça comme une brume, mais le froid soudain qui les envahit leur fit comprendre qu'ils n'étaient pas seuls. Depuis cette nuit, personne ne s'est aventuré à nouveau dans le tunnel. La vidéo, bien que de mauvaise qualité, circula parmi les habitants de Namur, relançant les rumeurs sur le tunnel maudit. Les anciens de la ville se souviennent encore des histoires que leur racontaient leurs grands-parents, des histoires où le tunnel des faucheurs n'était pas seulement un lieu d'accident, mais un lieu de souffrance éternelle. Aujourd'hui, les autorités locales déconseillent de s'approcher de cette zone. L'entrée du tunnel est barricadée, mais certains curieux continuent d'essayer d'y entrer, attirés par le frisson de l'inconnu. Pourtant, tous s'accordent à dire que, passé un certain point, le silence devient si lourd qu'il est impossible de rester longtemps. Peut-être parce que les faucheurs continuent de hanter ces lieux, cherchant à finir un travail qu'ils n'ont jamais pu terminer, ou peut-être en quête de justice pour la tragédie qui les a fauchés trop tôt. Légende et réalité se mêlent souvent dans l'histoire de Louvain, une ville connue pour son université et son passé médiéval. Mais l'un des récits les plus intrigants concerne le dragon de Louvain, une créature mythique qui aurait semé la terreur dans la ville avant d'être emprisonnée sous la bibliothèque universitaire. Tout commence au XIIIe siècle, une époque où Louvain était une ville prospère, entourée de remparts pour se protéger des invasions. Pourtant, une menace inattendue s'abattit sur la ville, un dragon, venu des profondeurs des collines voisines, aurait commencé à attaquer les fermes et les villages alentours. Les récits de l'époque décrivent une créature gigantesque, dotée d'écailles brillantes et d'ailes puissantes, capable de souffler un feu ravageur. Le dragon s'attaquait au bétail, détruisait les champs et semait la panique parmi la population. Les chevaliers de la région furent appelés à la rescousse, mais aucun d'eux ne parvint à vaincre la bête. Chaque fois qu'il s'approchait, le dragon disparaissait dans la brume, comme s'il n'était qu'une ombre. Mais ces ravages étaient bien réels, et les habitants de Louvain commencèrent à désespérer. Les prières et les sacrifices n'y faisaient rien, le dragon revenait sans cesse, frappant là où on l'attendait le moins. Un jour, un jeune étudiant en alchimie, du nom de Tobias, décida de défier le dragon. Personne ne croyait à ses chances de succès, mais Tobias était déterminé.
Ayant étudié les arts occultes, il pensait pouvoir piéger la créature grâce à un sortilège ancien. Armé d'un simple bâton gravé de symboles ésotériques, il partit à la recherche du dragon dans les forêts environnantes. Après plusieurs jours d'errance, Tobias trouva enfin le repère du dragon, une grotte profonde cachée dans une vallée sombre. Lors de leur affrontement, la bête apparut plus terrifiante que jamais, ses yeux rouges flamboyants dans l'obscurité. Pourtant, grâce à son savoir et à sa maîtrise de la magie, Tobias parvint à invoquer un piège mystique qui immobilisa le dragon. Mais au lieu de le tuer, il prit une décision audacieuse, il emprisonna la créature sous les fondations de ce qui deviendrait plus tard la bibliothèque de Louvain. Depuis ce jour, la ville fut enfin libérée du joug du dragon. Mais la légende raconte que la créature ne mourut pas. Elle resta piégée, enchaînée par les forces magiques, attendant le jour où elle serait libérée de nouveau. La bibliothèque, un lieu de savoir et de calme, serait en réalité construite sur cet ancien repère, et certains étudiants prétendent encore entendre des grondements lointains venant des profondeurs lorsqu'ils étudient tard dans la nuit. Plus récemment, un groupe de chercheurs en histoire médiévale, intrigués par les récits anciens, a entrepris des fouilles sous la bibliothèque. Bien qu'ils n'aient rien trouvé de concret, plusieurs d'entre eux racontent avoir ressenti une étrange pression dans l'air, comme si quelque chose, ou quelqu'un, les observait. Un d'eux, particulièrement sceptique, se moqua ouvertement de la légende. Mais quelques jours après, il fut retrouvé dans la bibliothèque, en état de choc, incapable de prononcer un mot. À ce jour, il n'a jamais révélé ce qu'il a vu ou entendu cette nuit-là. La légende du dragon de Louvain perdure donc, et bien que la majorité des habitants considèrent cela comme un simple mythe, certains pensent que la créature attend toujours son heure, enfouie sous les fondations de la ville. Et lorsque le vent souffle fort autour de la bibliothèque, il est dit que si vous tendez l'oreille, vous pourriez entendre un faible rugissement, un écho venu d'un autre temps. Dans les ruelles pavées de Bruges, une ville médiévale aussi pittoresque que mystérieuse, une légende particulièrement macabre hante les habitants depuis des siècles. On l'appelle la légende des mains coupées, une histoire qui mêle justice cruelle et esprit vengeur. Au XIVe siècle, Bruges était une ville prospère, mais la criminalité y sévissait. Le vol était puni avec une sévérité exemplaire, et la sentence réservée aux voleurs pris en flagrant délit était particulièrement brutale, on leur coupait les mains pour dissuader quiconque de suivre leur exemple. La place publique de Bruges, où se dressait alors la potence, fut témoin de nombreux de ces châtiments. Les criminels, une fois mutilés, étaient souvent laissés pour morts ou bannis de la ville, condamnés à vivre une existence misérable sans moyen de subsistance. Un voleur en particulier, dont l'identité se perd dans les brumes du temps, aurait juré de se venger du bourreau et des autorités de la ville. Condamné pour avoir volé une simple miche de pain, cet homme aurait été exécuté de manière particulièrement cruelle. Avant de mourir, il aurait maudit Bruges, jurant de revenir sous la forme d'un esprit pour hanter la ville et réclamer justice pour tous ceux qui, comme lui, avaient perdu leurs mains injustement. Peu après son exécution, des événements étranges commencèrent à se produire dans les rues de Bruges. La nuit, des passants affirmaient voir des mains spectrales errer dans les ruelles sombres, se déplaçant seules, comme des créatures à part entière. Ces mains coupées, ensanglantées et désarticulées, apparaissaient surtout dans les recoins les plus obscurs de la ville. Elles semblaient chercher quelque chose, peut-être un dernier vestige de leur ancienne vie, ou peut-être une vengeance inassouvie. Les habitants, terrifiés, parlaient de ces mains comme d'une malédiction. Les plus superstitieux affirmaient que chaque fois qu'un voleur était arrêté et condamné à subir le même sort, les apparitions redoublaient d'intensité. Des cris perçants étaient entendus dans la nuit, des bruits de pas précipités sans qu'aucune silhouette ne soit visible, et surtout, ces mains coupées, flottant dans l'air comme des spectres, cherchant à saisir les malheureux qui s'aventuraient trop près. Un soir, un jeune garçon du nom de Peter, qui avait entendu parler de la légende, décida de braver la peur locale et de se promener dans les ruelles de Bruges après minuit. Armé d'un simple couteau, il ne croyait guère à ces histoires de mains fantomatiques. Alors qu'il passait sous une arche, il sentit soudain un froid glacial l'envelopper. Il leva les yeux et, à sa grande horreur, vit une main décharnée flotter juste au-dessus de lui, ses doigts tordus semblant vouloir l'attraper. Pris de panique, il s'enfuit en courant, mais la main le suivit, se déplaçant rapidement dans les airs, comme animé d'une vie propre. Ce n'est qu'en atteignant la place publique, sous la lumière des lanternes,
que la main disparut, se dissolvant dans la brume. Peter, traumatisé par cette rencontre, raconta son histoire à quiconque voulait l'entendre. Depuis ce jour, il ne mit plus jamais les pieds dehors après la tombée de la nuit. La légende des mains coupées perdura à travers les âges, et même aujourd'hui, dans les quartiers les plus anciens de Bruges, certains jurent encore entendre des bruits étranges la nuit, des claquements secs, comme des doigts sur les pavés. Les habitants les plus âgés avertissent les curieux de ne pas flâner trop tard dans les ruelles désertes, de peur de croiser une de ces mains fantomatiques, en quête d'une revanche éternelle contre les injustices passées. L'abbaye de Villers-la-Ville, située dans la province du Brabant wallon, est un lieu chargé d'histoire et de mystère. Ce monastère en ruine, avec ses arches majestueuses et ses murs envahis par la végétation, attire de nombreux visiteurs en quête de beauté et de tranquillité. Mais la nuit, l'atmosphère de l'abbaye change. L'endroit, qui paraît paisible le jour, devient oppressant, et ceux qui s'y attardent après le coucher du soleil racontent avoir ressenti une présence, ou pire encore, avoir aperçu le fantôme du pendu de Villers. Cette légende remonte à plusieurs siècles, à une époque où l'abbaye était encore en activité. Un jeune moine, appelé Armand, y avait fait vœu de silence et de dévotion. Pourtant, malgré sa foi, il portait en lui une profonde tristesse. Armand était tombé amoureux d'une jeune femme de la région, un amour interdit pour un homme de Dieu. Déchiré entre sa vocation religieuse et ses sentiments, il vivait dans un tourment constant. Un soir d'hiver, incapable de supporter cette douleur intérieure, il prit une décision tragique, il se pendit dans une des tours de l'abbaye, mettant fin à sa vie et, croyait-il, à sa souffrance. Mais la mort d'Armand ne fut pas le soulagement qu'il espérait. Depuis cette nuit fatidique, son esprit serait resté prisonnier des lieux, condamné à errer dans les ruines de l'abbaye, cherchant désespérément une paix qu'il ne trouvera jamais. Les moines qui vivaient encore à l'abbaye après sa mort racontaient avoir entendu, dans les couloirs déserts, le bruit de la corde qui se tendait et les craquements des vieilles pierres sous son poids. Certains affirmaient même avoir vu son ombre se balancer dans la tour où il avait mis fin à ses jours, son visage déformé par la douleur. Avec le temps, l'abbaye fut abandonnée, mais les légendes persistèrent. Les visiteurs, attirés par la beauté des ruines, racontèrent des histoires similaires, des bruits étranges, des murmures dans le vent, et surtout, l'apparition d'une silhouette fantomatique se balançant dans les hauteurs de la tour. Ceux qui osaient s'approcher de la tour la nuit étaient parfois pris de vertiges inexplicables, comme si l'âme du jeune moine cherchait à les entraîner dans son malheur. Un soir, un photographe amateur, fasciné par l'histoire de l'abbaye, décida de passer la nuit sur place pour capturer des clichés de ce qu'il espérait être des phénomènes paranormaux. Vers minuit, alors qu'il prenait des photos de la tour, son appareil se mit à fonctionner de manière erratique. Les batteries, pourtant neuves, se déchargèrent en quelques minutes. Intrigué, il leva les yeux vers la tour et, à la lueur de la lune, il aperçut ce qui ressemblait à une corde pendante. Figé sur place, il vit alors, nettement, une silhouette se balancer doucement, suspendue dans les airs. Il voulut fuir, mais ses jambes refusèrent de bouger. La silhouette le regardait, bien qu'il ne pût discerner son visage dans l'obscurité. Ce n'est que lorsque la cloche du village voisin sonna l'heure que l'apparition disparut brusquement. Depuis ce jour, le photographe n'a jamais osé retourner à Villers-la-Ville. Il raconta son expérience à quelques proches, et bien que certains le prirent pour un fou, il jura que ce qu'il avait vu n'était pas une hallucination. Aujourd'hui, l'abbaye de Villers attire toujours de nombreux curieux, et bien que la majorité des visiteurs ne voient que de belles ruines, quelques-uns repartent avec le sentiment d'avoir été observés. La tour, désormais en ruine, reste un lieu à part, un endroit que les locaux évitent la nuit, de peur d'apercevoir la silhouette du moine Armand, condamné à se balancer éternellement dans le vide, entre la vie et la mort. Ouéry, un petit village des Ardennes connu pour ses dolmens et menhirs, est souvent associé au mystère de la préhistoire. Mais derrière ces pierres antiques se cache une légende bien plus terrifiante, celle de la sorcière de Ouéry, un esprit maléfique qui rôde près des mégalithes la nuit, cherchant à attirer les âmes des imprudents. L'histoire de la sorcière remonte à l'époque médiévale, lorsqu'Ouéry était un village isolé, entouré de vastes forêts. Une femme, nommée Marguerite, y vivait en marge de la société. Les habitants la redoutaient, car elle avait la réputation de pratiquer la magie noire.
Marguerite était accusée de lancer des malédictions sur les récoltes et de provoquer des maladies parmi les villageois. Un jour, après la mort mystérieuse de plusieurs enfants du village, les habitants décidèrent d'en finir avec elle. Ils la traînèrent hors de sa maison et l'accusèrent publiquement de sorcellerie. Sans procès, ils la condamnèrent à être brûlée vive sur un bûcher, espérant ainsi mettre fin à ses maléfices. Mais avant de mourir, Marguerite lança une terrible malédiction sur le village. Elle jura que son esprit reviendrait pour se venger, et qu'aucun de ceux qui l'avaient condamnée ne trouverait la paix. Peu de temps après son exécution, des phénomènes étranges commencèrent à se produire autour des dolmens et menhirs de Wéry. Des villageois rapportèrent avoir vu une silhouette de femme vêtue de noir errer autour des pierres la nuit, son visage dissimulé par une capuche. Certains entendaient des rires glaçants résonner dans la forêt, tandis que d'autres retrouvaient des animaux morts sans explication apparente, comme si une force surnaturelle les avait frappés. Une nuit, un jeune berger, qui faisait paître ses moutons près des mégalithes, fut témoin d'un phénomène terrifiant. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui, il aperçut une femme en noir, debout près d'un menhir. Au début, il pensa qu'il s'agissait d'une simple promeneuse, mais lorsqu'elle leva la tête, il vit ses yeux rouges briller dans l'obscurité. Terrifié, il se mit à courir, mais la silhouette semblait le suivre, flottant à quelques centimètres du sol. Lorsqu'il atteignit les premières maisons du village, la sorcière disparut, laissant derrière elle une odeur de soufre. Depuis ce jour, les habitants de Wéry évitent de s'approcher des mégalithes après le coucher du soleil. On dit que la sorcière erre toujours autour des pierres, attirée par leur puissance ancestrale. Les légendes locales racontent aussi qu'elle serait capable de contrôler les forces de la nature, provoquant des tempêtes soudaines ou des brouillards épais pour dissimuler sa présence. Il y a quelques années, un groupe d'archéologues, curieux d'explorer les dolmens sous un angle ésotérique, décida de passer une nuit près des pierres. Ils voulaient étudier les effets de l'environnement sur les phénomènes paranormaux. Au milieu de la nuit, alors qu'ils installaient leurs instruments, l'un d'eux aperçut une silhouette étrange dans la brume. Croyant d'abord à une illusion, il s'approcha, mais soudain, la silhouette se mit à bouger, ses contours devenant plus nets. La silhouette de la femme en noir se tenait près du plus grand dolmen, semblant les observer de loin. Sans attendre, le groupe prit peur et abandonna ses recherches, laissant tout sur place. Aujourd'hui encore, la sorcière de Wéry demeure une figure emblématique du village. Certains pensent qu'elle garde les secrets des anciens druides, tandis que d'autres croient qu'elle est simplement un esprit vengeur, incapable de quitter ce monde. Quoi qu'il en soit, les habitants conseillent à quiconque visite les dolmens de respecter le silence et la tranquillité des lieux, de peur d'éveiller des forces qu'ils ne peuvent comprendre. À l'écart de l'agitation de la ville de Liège, se trouve un ancien cimetière, abandonné depuis des décennies et presque oublié de tous. Le vieux cimetière de Liège est un lieu où le temps semble s'être arrêté. Les pierres tombales couvertes de lierre et les mausolées délabrés témoignent d'un passé révolu, mais la véritable histoire effrayante de ce cimetière réside dans les nombreuses apparitions qui y ont été rapportées. Dans les années 1800, ce cimetière était l'un des plus importants de la région. Les familles riches de Liège y enterraient leurs morts avec des monuments imposants. Mais à mesure que la ville grandissait, le cimetière fut délaissé, et il finit par être fermé. Peu de temps après, des rumeurs commencèrent à circuler sur des phénomènes étranges qui se produisaient dans ce lieu oublié. La légende la plus célèbre concerne une jeune femme, Juliette, morte subitement à l'âge de 19 ans. Promise à un jeune homme de bonne famille, elle décéda la veille de son mariage, emportée par une maladie inconnue. Son fiancé, dévasté par la perte, se rendit chaque nuit sur sa tombe, espérant trouver un réconfort dans la proximité de son esprit. Un soir, alors qu'il pleurait encore son amour perdu, il aperçut une silhouette dans le brouillard, debout près de la tombe de Juliette. La silhouette était vêtue de la robe de mariée que Juliette devait porter. Sans un mot, elle se tourna vers lui, tendant une main vers le jeune homme avant de disparaître dans la brume. Le fiancé, persuadé d'avoir vu le fantôme de Juliette, tomba dans une profonde dépression et mourut quelques mois plus tard. Depuis, ceux qui osent s'aventurer dans le vieux cimetière affirment voir, par les nuits brumeuses, une femme en robe blanche se déplacer entre les tombes. Elle apparaît toujours près de la tombe de Juliette, comme si elle attendait toujours son fiancé. D'autres visiteurs rapportent avoir entendu des pleurs, des cris étouffés,
et vu des lumières faibles, comme des bougies, s'allumer sans raison. Un gardien de nuit, engagé pour surveiller le site dans les années 1970, quitta son poste après avoir vu une procession de figures fantomatiques se déplacer silencieusement entre les tombes. Il affirma que les figures portaient des habits d'époque, et qu'elles semblaient répéter une sorte de rituel funéraire, leur visage pâle et inexpressif tourné vers les pierres tombales. Aujourd'hui, le cimetière est toujours accessible aux curieux, bien que la végétation et le temps aient rendu certaines parties presque impraticables. Les chasseurs de fantômes locaux continuent d'y mener des enquêtes, espérant capter des preuves des nombreuses apparitions qui y sont rapportées. Certains disent que les esprits des morts n'ont jamais quitté ce lieu, qu'ils continuent d'y errer, attachés à une époque révolue. Ceux qui osent s'y aventurer la nuit repartent souvent avec un profond sentiment de malaise, comme si une présence invisible les observait. Le vieux cimetière de Liège est aujourd'hui plus qu'un simple lieu de repos pour les défunts. C'est un lieu où le passé refuse de mourir, et où les ombres de ceux qui y ont été enterrés continuent de hanter les allées, invisibles mais toujours présentes pour ceux qui savent vous regarder. Dans les Ardennes, la petite ville de Malmedy est réputée pour ses paysages pittoresques et son histoire riche. Cependant, une légende beaucoup plus sombre plane sur ces routes de campagne, celle du cavalier sans tête. Selon la légende, ce cavalier maudit erre la nuit sur les chemins bordant la forêt, à la recherche de sa tête perdue, semant la peur parmi ceux qui le croisent. L'histoire remonte à la période napoléonienne, lorsque la région de Malmedy fut le théâtre de nombreux affrontements. Un officier, connu pour sa cruauté envers les paysans et les prisonniers, terrorisait les villages alentours. Un jour, il commit une atrocité de trop, il fit exécuter un groupe de jeunes hommes soupçonnés à tort d'être des espions. En représailles, les villageois, profitant d'une embuscade, le capturèrent et lui tranchèrent la tête. Selon la légende, son esprit ne trouva jamais la paix et il revint sous la forme d'un cavalier sans tête, galopant à travers les collines à la recherche de vengeance. Depuis ce jour, le cavalier sans tête est apparu à plusieurs reprises, souvent aux abords de la forêt qui entoure Malmedy. Les témoins racontent avoir entendu, par des nuits sans lune, le bruit lointain de sabots résonnant sur les chemins déserts, bien avant de voir quoi que ce soit. Ceux qui l'ont vu décrivent une silhouette imposante, montée sur un grand cheval noir. Le cavalier, vêtu d'un manteau militaire d'époque, est dépourvu de tête, mais son corps semble savoir exactement où aller, comme s'il était guidé par une force mystérieuse. Certains disent qu'il porte sa tête tranchée sous son bras, tandis que d'autres affirment qu'il la cherche encore, errant sans fin à travers les collines. Un soir d'hiver, un fermier du coin, qui revenait tard chez lui après avoir rendu visite à sa famille dans un village voisin, croisa la route du cavalier. Il se trouvait sur un chemin de campagne, éclairé seulement par la faible lumière de la lune, lorsqu'il entendit le galop d'un cheval derrière lui. Pensant qu'il s'agissait d'un cavalier ordinaire, il se retourna pour laisser passer l'homme. Mais à sa grande horreur, il vit le cavalier sans tête approcher à toute allure. Terrifié, il tenta de fuir, mais son cheval se cabra, refusant d'avancer. Lorsqu'il voulut reprendre ses esprits, le cavalier n'était plus là, disparu comme un mirage. Depuis ce jour, le fermier refusa de prendre ce chemin la nuit et avertit tous ceux qui s'y aventuraient de faire de même. Des récits similaires continuèrent de circuler parmi les habitants de Malmedy, surtout ceux qui vivaient à proximité des bois. Un homme, chasseur passionné, raconta avoir vu le cavalier près de la lisière de la forêt alors qu'il rentrait après une longue journée. Ce dernier galopait à toute vitesse, comme s'il poursuivait quelque chose d'invisible. La légende du cavalier sans tête s'est enracinée dans la culture locale, et les habitants de Malmedy conseillent encore aujourd'hui de ne pas se promener seuls sur ces routes isolées la nuit. Bien que beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'une vieille histoire pour effrayer les enfants, ceux qui ont été témoins de ces apparitions affirment que le cavalier sans tête cherche toujours à retrouver ce qu'il a perdu ou peut-être à se venger de ceux qui lui ont pris sa vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.